Et puis, les personnes pourront se joindre à nous au fur et à mesure. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, merci d'avoir pris le temps encore une fois de vous joindre à nous. Je me présente, Dr Noa Bengayev, directrice recherche et développement et qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, et j'aurai le plaisir d'animer, de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien financier d'Eli Lilly, le Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, à la collaboration de Brain Exchange et à la Société Alzheimer. Alors, on va tout d'abord commencer avec la logistique et les détails techniques. Donc, le son est obtenu soit grâce à votre système de son intégré à votre ordinateur ou via la ligne téléphonique. Donc, je vous ai mis le numéro de téléphone à composer dans la boîte de dialogue. Et quant au visuel de la présentation, pour le moment, vous me voyez moi et notre conférencière, mais dans quelques minutes, vous pourrez également voir la présentation. Alors, dans le but de minimiser le bruit de fond et de garantir une meilleure qualité de son, alors tous les participants sont mis en mode sourdine dès votre entrée dans le webinaire. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à le faire, soit en levant la main ou en tapant votre question dans la boîte de dialogue à votre droite. Par la suite, afin de respecter l'horaire, je vous demanderai également de garder vos commentaires ou vos questions pour la période de questions-réponses à la fin. Et pour pouvoir également offrir ce webinaire à un grand nombre de participants, le webinaire est enregistré dans sa globalité et il sera partagé avec vous à la fin de cette présentation. Il sera également disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web alzheimerquebec.ca. Alors, Dr Levasseur va présenter pendant plus ou moins 45 minutes et nous conserverons une quinzaine de minutes à la fin pour une période de questions-réponses et la discussion. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, professeure Mélanie Levasseur, qui est ergothérapeute, professeure agrégée à l'école de réadaptation et chercheure et directrice de l'axe autonomisation au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estréchus. Elle obtient également un doctorat en recherche clinique de l'Université de Sherbrooke et a aussi réalisé un stage postdoctoral en promotion de la santé à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Son programme de recherche cible le développement et l'évaluation d'un continuum d'interventions innovantes pour favoriser la participation sociale des aînés. Alors, sans plus attendre, merci, professeur Levasseur, d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci. Bon midi tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce midi et de vous parler de la conduite automobile, la participation sociale et le vieillissement. Donc, une conférence qui se veut une introduction d'un maintien sécuritaire de la conduite automobile à une cessation optimale. Donc, comme vous le savez, actuellement, on connaît un accroissement spectaculaire de la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus. En 2012, on voit ici que seul le Japon présentait une proportion de personnes de 60 ans et plus qui dépassait 30%. Si on regarde ce que ça donne en 2050, il y a de nombreux pays qui vont atteindre une telle proportion, dont le Canada, mais aussi les pays d'Europe, le Chili, la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam. Donc, on doit se préoccuper du vieillissement de la population, surtout qu'on sait que parmi les 65 ans et plus, il y a plusieurs personnes qui vont à un moment ou à un autre de leur vie être atteintes de maladies chroniques et près de la moitié auront des incapacités. Donc, ces incapacités-là, il y a plusieurs scénarios. Quand on a une réduction de la capacité, on peut regagner, comme vous le voyez sur le graphique, on peut regagner de la capacité. On peut la maintenir dans la courbe A, on peut la maintenir très longtemps, cette capacité physique-là. On peut la récupérer comme dans le scénario B, pardon. Et comme dans le scénario C, ça peut arriver aussi qu'on ait un déclin graduel de nos capacités. En présence d'une diminution d'incapacité, il existe un risque d'isolement, surtout chez les femmes de 80 à 84 ans, comme vous voyez dans le petit graphique ici, où une proportion élevée d'entre elles vont vivre seules. Bon,
ici, aujourd'hui, ce n'est pas un message défaitiste que je veux que vous reteniez. C'est possible d'avoir des interventions de prévention, de promouvoir la santé, le bien-être. On est déjà très au fait que l'alimentation, la pratique régulière de l'activité physique et l'absence de tabagisme sont, par exemple, des actions clés à entreprendre si on veut maintenir sa santé dans le temps. Il y a aussi, plus récemment, des prescriptions d'activités sociales, par exemple des visites dans les musées qui ont vu le jour, et vous vous demandez peut-être d'où ça vient, tout ça. Il y a un effet protecteur qui a été documenté de la relation et de l'intégration sociale sur la mortalité. Bon, d'où ça vient ces chiffres-là? Bien, c'est une combinaison de plusieurs études, en fait 148 études longitudinales qui représentent plus de 300 000 participants qui ont été suivis sur plus de 7 ans, dans le cadre duquel on a démontré l'effet protecteur des relations et de l'intégration sociale. Donc, les individus qui étaient intégrés dans leur communauté avaient la moitié moins de risque de mourir que ceux qui avaient une vie plus solitaire. Et cet effet protecteur-là est même supérieur à la perte de poids, à la vaccination, à la cessation du tabagisme, au fait de respirer de l'air non pollué. Bref, en participant socialement, plusieurs aînés ont une contribution réelle à leur propre santé, à leur propre bien-être, mais aussi à la santé et au bien-être collectif, par exemple par leur implication sur le marché du travail et dans le bénévolat. La mobilité, on peut la définir par notre habileté à se mouvoir dans l'environnement, mais aussi à se déplacer grâce à des moyens de transport, c'est essentiel à cette participation sociale. Puis, on sait que la conduite automobile, c'est aussi une dimension importante de notre mobilité. En vieillissant, par contre, on a une diminution, comme je vous l'expliquais plus tôt, des capacités sensorielles, motrices et cognitives qui peut survenir. Et ça peut impliquer une cessation de la conduite auto à cause de plusieurs diminutions là, dans nos capacités. Que ce soit un choix imposé ou voulu, cette cessation-là peut entraîner aussi encore un autre déclin au niveau de la santé et des capacités physiques, aussi une diminution du risque du réseau social, une augmentation du risque de mortalité, de dépression et de l'utilisation des services. Bref, on voit qu'on a besoin d'interventions pour soutenir les aînés à maintenir une conduite automobile et on a aussi besoin de soutenir les aînés lors de la cessation de cette activité qui est fort importante. Fait qu'on peut se poser la question, quel est le soutien actuellement offert au Québec pour les conducteurs âgés? On sait que si on veut maintenir notre capacité de conduire, il faut maintenir ses capacités sensorielles, motrices et cognitives. Lors de la cessation, on peut avoir un besoin de soutien psychologique ou un soutien pratique, par exemple, pour mieux connaître les alternatives de transport. Donc, plus exactement, quelles sont les ressources au Québec? Bien, on a réalisé une synthèse de toutes les ressources qui existent là, au Québec, qui sont des outils, des services, des ressources à la mobilité. Et on a réparti ça sur un continuum que vous voyez à l'écran là, en mauve de conducteurs, des interventions ou des ressources qui s'adressent aux conducteurs âgés, en bleu aux conducteurs âgés qui ont une diminution de leur habileté et en jaune pour les conducteurs âgés qui ont cessé de conduire. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même plusieurs interventions, surtout dans les interventions supervisées, là, qui sont pour les conducteurs âgés ou pour ceux qui ont une diminution de leur capacité. Ceux en jaune, c'est des programmes qui sont moins ciblés pour les aînés ayant cessé de conduire. Il y a quand même relativement peu d'interventions, surtout qui ont fait l'objet d'un développement rigoureux et une évaluation là, par la recherche
pour favoriser là, le maintien d'une conduite automobile sécuritaire et responsable le plus longtemps possible. Et c'est ce qui a motivé mon équipe de recherche à développer 3 pratiques en émergence, à travailler sur 3 pratiques en émergence, dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui. Donc, on a d'abord l'OSCAR, qui est l'outil de sensibilisation aux capacités requises pour conduire une automobile sécuritairement et une conduite automobile, sécuritaire et responsable pour les aînés. On a son pendant pour les proches d'aînés et on a aussi l'intervention qu'on a traduite par Vivre sans sa voiture ou le Car Free Me qu'on a traduit qui nous vient de l'Australie. Donc, je vais les détailler dans ma présentation. Donc, l'OSCAR est une intervention qui a vu le jour, qui a été développée par mon équipe de recherche, qui a été validée et qui a été évaluée selon la procédure suivante. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs collègues chercheurs de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal, des collègues aussi de la Société d'assurance automobile, de l'Institut français du transport et de l'Université McGill et l'Université Lakehead là, qui ont collaboré, aussi des étudiants à la maîtrise en ergothérapie qui ont pu collaborer à ce développement-là. Donc, on a réalisé, comment on a développé l'OSCAR? On a réalisé une synthèse, donc des écrits scientifiques et de la littérature grise, puis on a fait appel à 10 experts en conduite auto. L'OSCAR comprend 15 questions et 15 capsules éducatives, puis je vais vous le montrer à l'instant. J'ai des petits problèmes avec la présentation, la vignette avec la photo. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous voyez à l'écran, là, on parle de responsabilité. Hein, c'est un privilège de conduire l'auto dans l'outil. C'est un outil papier pour l'heure actuelle ou qu'on peut télécharger, là, que je vais vous donner tantôt l'adresse là, si vous voulez le télécharger. On parle de l'importance de la vision et ce qu'on peut faire en lien avec la vision. On parle aussi de l'importance du jugement, du temps de réaction et de la concentration. Dans l'outil, il est aussi question de force et de flexibilité. Du bilan routier et des habitudes de conduite, incluant les panneaux de signalisation. Hein, des fois, les panneaux de signalisation évoluent. Il faut se tenir au courant là, de cette évolution-là. Il y a aussi, par exemple, les carrefours giratoires qui ont été qui sont de plus en plus présents sur le réseau routier québécois. Donc, il faut se maintenir à jour au niveau de ces nouveautés-là, à la fois de la signalisation et des routes. On parle aussi de médication, de consommation d'alcool et aussi de planification. Donc, j'en ai fait un survol rapide, mais je vais vous donner accès à l'outil à la suite de la présentation, là, comment l'obtenir. Finalement, l'outil se termine par plusieurs ressources. Là, vous n'en voyez qu'une page à l'écran, mais il y a plusieurs pages avec des ressources, notamment pour qu'est-ce qu'on fait si on ne peut plus conduire l'automobile aussi. Dans l'outil, on parle de plusieurs stratégies compensatoires. Je vous les ai mises à l'écran. Vous en connaissez probablement plusieurs qui sont des stratégies qui ne sont pas nécessairement miraculeuses, mais des fois qui permettent de prolonger une conduite autonome et sécuritaire le plus longtemps possible. Par exemple, en se mettant en forme physiquement, en faisant de l'exercice, en planifiant nos trajets d'avance, aussi en réduisant les distractions au volant. Ça peut même aller jusqu'à demander aux gens qui nous accompagnent lorsqu'on conduit d'être plus silencieux, de ne pas nous parler lorsqu'on réalise le trajet. Donc, ici, vous avez des exemples de questions et de capsules éducatives qui expliquent pourquoi. Donc, on voulait dépasser l'énumération des capacités requises, mais vraiment aller jusqu'à expliquer pourquoi ces capacités-là étaient importantes. Par exemple, la force qui doit être suffisante aux membres inférieurs, aux jambes, là, pour être capable de avoir une stabilité et dans le contrôle des pédales aussi.
Il y a aussi au niveau d'un bilan routier, le fait que comme je le disais tantôt, que les lois changent et on peut parfois utiliser des cours de perfectionnement. Dans les écoles de conduite, c'est pas seulement pour les jeunes conducteurs, et on peut aller prendre des cours de perfectionnement, notamment aussi sur la conduite en situation hivernale. Et ces cours-là peuvent nous aider à mettre à jour nos connaissances sur la conduite auto et ajuster là, nos habiletés de conduite. Donc, je passe rapidement là, comment l'outil a été développé. Donc, je vous l'ai dit, recension. Après ça, on a extrait 18 outils de dépistage et de sensibilisation dans le cadre duquel on a analysé les contenus et évalué les contenus de ces 18 outils-là pour en arriver à retenir 15 questions et 15 capsules. Par la suite, on a fait une première expérimentation auprès de 12 aînés où on a ajusté le contenu là, selon leur perception de l'outil et comment la clarté de l'outil. Puis ensuite, on a vraiment été réaliser une évaluation de son efficacité dans le cadre duquel on a questionné 48 aînés avant. On leur a remis l'outil et on leur a demandé d'en prendre connaissance devant nous. Après, on a repris l'outil et on les a revus 8 à 10 semaines par la suite pour tester de nouveau leurs connaissances en lien avec le contenu de l'outil. Et qui ils étaient, ces 48 participants-là? Bien, ils étaient en moyenne âgés de 75 ans, près de 75 ans, là, donc ça variait entre 67 et 84 ans. La moitié de ces participants étaient des femmes, près du tiers vivaient seuls et près du 2 tiers avaient plus de 12 ans et plus de scolarité. La plupart conduisaient plus de 100 km par semaine et ils conduisaient aussi à tous les jours. Donc, et quels sont les résultats? Donc, on a réussi, grâce à l'outil, à augmenter leur intérêt et leur ouverture en lien avec la conduite automobile, donc la discussion sur la conduite automobile. On a aussi réussi à augmenter leur connaissance sur la sécurité routière et les capacités requises. Par contre, ce groupe-là n'a pas augmenté leur connaissance sur l'impact du vieillissement et sur les stratégies compensatoires. Donc, c'est un groupe qui connaissait relativement bien quand même ces éléments-là. Et au total, on a quand même globalement réussi à augmenter leur intérêt, leur ouverture et leur connaissance. Donc, vous voyez le score total là, de l'outil. Donc, le score amène directement les aînés à se questionner sur les changements qui sont susceptibles d'être survenus à la suite du vieillissement et qui sont reliés à la conduite automobile. Il permet aussi d'identifier c'est quoi les changements qui peuvent être survenus et associer vraiment clairement ces changements-là à des stratégies à utiliser. Bon, on l'a vu dans la dernière diapo, ça augmente globalement l'intérêt, l'ouverture, les connaissances, mais ça ne garantit pas que les participants vont utiliser ces stratégies-là. Donc, il faut continuer nos recherches à ce niveau-là. Une première étape, c'est de prendre conscience et d'acquérir les connaissances, mais le changement peut être vu comme une étape à plus long terme. Donc, si je vous parle maintenant de la version pour les proches, donc à la suite de du développement de l'Oscar, on a voulu le bonifier pour les proches. Puis les proches, ça peut être aussi des intervenants là, qui sont auprès des conducteurs âgés. Dans ce cas-là aussi, on a voulu explorer les effets de cet outil-là. La même équipe de recherche là, a collaboré au développement de cette version pour les proches qui a été bonifiée là, à partir de l'Oscar, mais qui inclut cette fois-ci les facteurs qui influencent la discussion sur la conduite. Donc, on a recensé les écrits pour voir qu'est-ce qui fait que certains aînés sont ouverts versus moins ouverts à discuter de leur conduite et comment
comment le processus de changement, soit d'utilisation de stratégies compensatoires ou soit de cessation de conduite, comment ce changement de comportement-là, ces changements de comportement-là, c'est quoi le processus sous-jacent et comment il s'opère pour outiller les proches à accompagner les conducteurs âgés dans l'utilisation de stratégies compensatoires ou de diverses ressources et la cessation. Donc, le contenu de l'intervention, c'est encore une intervention papier là, ou disponible sur le web. Puis, je vous ai mis sensiblement le même, là, peut-être la mise en page est différente, mais on voit qu'il y a de l'information sur le rôle du proche aidant, mais aussi sur comment avoir une discussion efficace là, sur la conduite auto, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit éviter de faire. Donc, dans cette deuxième étude-là, ce qu'on a fait, c'est on a encore utilisé un devis pré-expérimental, donc une mesure avant des connaissances des proches. On a gardé l'outil, on les a revus 8 à 10 semaines après qu'ils aient pris connaissance de l'outil pour retester leurs connaissances. Donc, on avait un échantillon de 45 proches d'aînés qui conduisaient au moins une fois par semaine. Puis, on a retesté leur intérêt, leur ouverture, leur connaissance à l'égard de la sécurité routière, des capacités, mais aussi de l'impact du vieillissement et des stratégies compensatoires. Donc, ce deuxième échantillon-là de 45 participants était âgés de 25 à 79 ans, donc plus jeunes que le premier échantillon. La majorité étaient des femmes et avaient plus aussi, dans ce cas-ci, 12 ans et plus de scolarité. La plupart travaillaient à temps complet et étaient la fille ou le fils du conducteur âgé. Donc, ici aussi, on a réussi à augmenter l'intérêt, l'ouverture, les connaissances au niveau de la sécurité routière et des capacités requises, les connaissances, cette fois-ci aussi, de l'impact du vieillissement et des stratégies compensatoires, et on a une augmentation aussi globale là, du score de cet instrument-là. Donc, globalement, on voit que le score PA amène directement les proches à se questionner sur les changements qui sont susceptibles d'être survenus à la suite du vieillissement et reliés à la conduite automobile d'un aîné de leur entourage. Ils peuvent par la suite identifier les changements qui peuvent être survenus et les associer, encore une fois, clairement aux stratégies à utiliser. Bon, globalement, cet outil-là permet d'augmenter l'intérêt, l'ouverture, les connaissances, mais encore une fois, même si on a une meilleure prise de conscience et qu'on sait quelle stratégie utiliser, on sait que c'est pas suffisant et qu'on doit aussi poursuivre là, et aider les gens à adopter certaines stratégies compensatoires. Puis, je fais un clin d'œil ici à la pratique régulière de l'activité physique. Bon, on le sait qu'on doit tous faire 10 000 pas par jour. La recommandation de santé publique, c'est de réaliser 10 000 pas par jour ou 30 minutes d'activité physique par jour. Et cette activité physique-là, bien, on peut être des fois motiver et réussir à l'intégrer dans notre quotidien. Puis à certains moments, ben notre intérêt peut diminuer, puis ça peut être plus difficile de maintenir ses capacités. Mais changer ses comportements pour adapter une pratique régulière de l'activité physique, c'est pas différent de changer ses habitudes de conduite automobile, par exemple. Donc, c'est important de faire ce changement de comportement-là, d'être conscient que c'est changer une habitude, donc ça prend du temps et des fois, ça prend des petites rechutes et un plan d'action concret pour les mettre en œuvre, ces stratégies-là. On a eu la chance là, de publier en lien avec le score ces résultats-là que je vous ai présentés, quoique je les ai présentés plus rapidement et plus sommairement, là, mais on a publié ces résultats-là à la fois en français et en anglais pour le score et en français dans la Revue canadienne du vieillissement là, pour la version chez les proches. Maintenant, je vous parlerai de notre intervention Vivre sans sa voiture, le Car Free Me. Je vous rappelle que à la suite du bilan de ce qui est disponible au Québec, selon un continuum de mobilité, il y a vraiment peu d'interventions qui existent pour les gens pour accompagner les gens qui envisagent la cessation de conduite. C'est ce qui nous a motivés là, à regarder ce qu'on pouvait faire pour
qu'il y ait quelque chose de disponible au Québec. Puis, on est tombé sur cette intervention-là qui vient, je vous le répète, de l'Australie. On a décidé de la traduire, l'adapter et faire une première expérimentation de cette version francophone-là au Québec. J'ai travaillé avec une équipe de recherche, là, encore une fois, composée de chercheurs de plusieurs universités, dont l'Université de Queensland, où ils ont développé cette intervention-là avec ma collègue Jackie Liddle, que vous allez voir sur la diapo suivante. Je vous ai mis une petite photo, mais aussi des gens de la Société d'assurance automobile, aussi des stars de Lakehead University de McGill, mais aussi d'autres étudiantes là, à la maîtrise en ergothérapie et d'autres collègues là, de l'Université de Sherbrooke. Donc, qu'est-ce qu'exactement l'intervention Car Free Me, qu'on a traduit par Vivre sans sa voiture? Bien, ça comprend deux volets. Un volet de sensibilisation et un volet d'éducation et de soutien. Donc, nous, on a traduit le volet d'éducation et de soutien. Le volet sensibilisation, là, faudrait réaliser, là, c'est quand même, c'est très coûteux de traduire, là, ce genre d'intervention-là. Puis, comme c'était un projet étudiant, on s'est concentré, là, sur le deuxième volet qui visait l'éducation et le soutien. Donc, on a réalisé le format, dans le fond, de l'intervention, c'est des rencontres de groupe, approximativement 6 rencontres de groupe, dans le cadre duquel on réunit 8 à 10 personnes qui ont cessé récemment de conduire ou qui envisagent de le faire dans un avenir rapproché. Et ces rencontres-là durent de 3 à 6 heures chacune et on les réalise à une fréquence d'une rencontre par semaine. Dans ces rencontres-là, on fait plusieurs présentations, discussions. Il y a aussi des exercices pratiques. Il y a même une sortie dans la communauté dans le cadre duquel on apprend l'utilisation du transport en commun ou en tout cas, on se familiarise plus ou moins, dépendant de notre niveau de familiarité, avec l'utilisation du transport en commun. Donc, pour ce qui est de la méthode, là, on a réalisé une validation transculturelle avec 16 experts pour la traduction. Ça a été quand même ça faisait quand même du sens comme intervention à traduire, où on a travaillé un peu plus fort, c'est pour adapter les lois et les règlements là, aux lois du Québec. Donc, les lois australiennes de la sécurité routière sont un peu différentes et de la signalisation. Donc, on a travaillé de concert avec la SAC à ce niveau-là. Et ensuite, on a réalisé une étude qualitative de type recherche clinique, dans le cadre duquel 10 aînés ont participé. Ces aînés-là avaient cessé il y a moins de 12 mois ou prévoyaient cesser prochainement de conduire. Et pour les fins de ce premier projet de recherche-là, ils n'étaient pas atteints de problèmes cognitifs graves. Les aînés ont été recrutés à l'aide de la SAC qui a envoyé des lettres pour faire connaître notre projet de recherche aux aînés de la région de Sherbrooke où a eu lieu cette première expérimentation-là, puisque moi, je suis de l'Université de Sherbrooke. On a regardé à la suite de l'intervention la satisfaction, l'utilité perçue de l'intervention par les aînés, et son applicabilité au contexte québécois. Donc, nos 10 participants étaient cette fois-ci âgés de 61 à 90 ans. La majorité étaient des femmes, vivaient seules et la moitié avaient 12 ans ou plus de scolarité. La plupart avaient cessé de conduire. Donc, ce que les participants nous ont dit à la suite de leur participation à l'intervention, c'est qu'ils étaient globalement satisfaits et trouvaient l'intervention utile et applicable au contexte québécois. Ils ont identifié aussi des retombées positives sur leur participation sociale ou leur reprise ou leur poursuite d'activités porteuses de sens. Puis vous voyez un peu le détail de ces résultats-là, à la fois au niveau du format, des effets, mais du contenu de l'intervention. On a mis en rouge là ce qui était plus négatif ou neutre et en vert ce qui était davantage positif.
Et un des éléments positifs qui nous a bien surpris, ou en tout cas qu'on a beaucoup aimé, c'est la bienveillance collective qui s'est développée dans ce groupe fermé-là. On appelle ça un groupe fermé parce qu'il n'y a pas de nouveaux participants qui se joignent au groupe. C'est les mêmes participants tout au long des 6 semaines. Les gens avaient hâte de se retrouver et d'avoir des nouvelles les uns les autres, mais pour certains, là, il y avait quand même des défis liés à la formule de groupe, à l'animation qui était réalisée par des étudiantes en formation dans ce contexte de recherche-là. L'horaire des rencontres, c'est pas toujours possible de plaire à tout le monde. On a décidé de faire les rencontres au début des journées. Il y a des gens qui aimaient moins ça, des rencontres en début de journée. Il y a des gens qui trouvaient, certains participants trouvaient que les rencontres étaient plutôt longues, mais ils ont trouvé qu'il y avait quand même une amélioration de leur connaissance sur les ressources, une amélioration de leur réseau, aussi grâce à l'intervention, une meilleure acceptation de leur conduite auto, et ils prévoyaient faire une meilleure prévision, planification des changements futurs. Ils ont beaucoup aimé les thèmes abordés, les exercices, le partage du vécu et des émotions. On le voyait que c'était moins... Il y a certains participants, surtout ceux qui étaient en réflexion sur leur cessation et non pas qui avaient cessé de conduire, trouvaient parfois certains thèmes moins pertinents, dépendant où on se situe là, dans notre cheminement. Je vous ai préparé quelques extraits de verbatim. Donc, pour le groupe, avec le groupe, j'ai compris que que je n'étais pas tout seul. Ça m'a ouvert des portes sur d'autres aides et on a eu du fun ensemble. Les ressources qu'on a reçues, je trouve que c'est une mine d'or. Le fait d'échanger et de parler, tu comprends parfois plus, par exemple, plus parce ce qui arrive à l'autre que par une théorie. Donc, les exemples là, étaient saillants ici. Plutôt que d'appréhender, ça m'aide beaucoup à accepter le cheminement que j'ai à faire dans l'acceptation. Donc, voilà. Donc, on retient de cette expérience-là, de cette troisième pratique émergente, qu'il y a un désir de partager et d'échanger des aînés qui cessent de conduire, qu'il y a une possibilité d'augmenter leur connaissance sur les ressources et leur acceptation de leur cessation. Que les aînés se disent satisfaits et perçoivent l'utilité de l'intervention vivre sans sa voiture, mais dans le cadre de cette intervention-là, comme on a fait l'évaluation directement après les 6 semaines, il y avait quand même peu de changements dans les activités de déplacement et les activités sociales. Donc, il faudrait poursuivre avec de plus grandes cohortes. Nous, on n'a pas pu observer beaucoup de changements dans les déplacements et les activités sociales, là, comme le temps de cette étude-là était restreint. Par contre, en Australie, là, mes collègues ont démontré que cette intervention-là pouvait améliorer les déplacements et les activités sociales. Donc, nous, on avait un temps, je vous l'ai dit, un temps limité d'un petit échantillon et on a utilisé une approche plus qualitative là, et on n'a pas vraiment quantifié les changements. Donc, on poursuit, là, je pense que c'est pertinent de poursuivre les études sur le vivre sans sa voiture et éventuellement peut-être d'implanter cette intervention-là dans la communauté. Donc, en conclusion, je vous dirais que la conduite automobile, le message que je veux que vous rapportiez à la maison, ou si vous êtes à la maison en train de m'écouter, que vous reteniez de cette présentation-là, c'est que c'est important pour la santé et la participation sociale. Souvent, on le voit dans les enquêtes, on mène dans mon équipe des projets de recherche où on utilise des grandes enquêtes populationnelles et où on veut voir qu'est-ce qui influence la participation sociale, puis assurément, la conduite automobile est associée à une meilleure participation sociale. Donc, c'est important de maintenir nos capacités pour avoir une conduite automobile sécuritaire et responsable le plus longtemps possible. C'est important aussi de mettre à l'agenda l'essai d'alternatives à l'utilisation de l'automobile. C'est pas quand il est rendu trop tard ou c'est plus difficile d'apprendre de nouvelles activités comme prendre l'autobus où c'est le temps de s'y attarder. Il faut le faire le plus tôt possible pour que ça devienne plus facile. Et c'est aussi
possible de mieux planifier la cessation de la conduite et de se faire une réflexion par rapport à ça. On a vu qu'on a, grâce à ces interventions-là, des possibilités pour sensibiliser les aînés à optimiser leur conduite automobile, puis qu'on peut les accompagner dans leur cessation. Donc, je remercie les conférences mémorables là, pour cette belle invitation-là à vous parler de ma programmation de recherche, là, du volet sécurité routière de ma programmation de recherche. Je remercie tous les aînés et les proches qui ont participé à cette étude-là, les organismes subventionnaires qui ont permis la réalisation de cette étude-là, dont les Instituts de recherche en santé du Canada qui soutiennent une partie de mon salaire. Et vous avez une photo de quelques-uns de mes étudiants, agents de recherche. Là. Je les remercie aussi pour leur soutien. Sans eux, ça ne serait pas possible de réaliser ces belles études-là. Et je vous ai mis le lien vers ma page web sur le site de l'Université de Sherbrooke, là, à mlevasseur.recherche.usherbrooke.ca, où vous aurez accès à ces deux outils, aux deux outils, là, à l'OSCAR et à l'OSCARPA. Pour ce qui est du Vivre sans sa voiture, ben on n'a pas, j'ai pas l'autorisation de le diffuser, mais s'il y a des intervenants qui sont intéressés, là, je pourrais vous mettre en contact avec les collègues de l'Australie pour avoir ces droits-là, s'ils sont disponibles pour les céder, donc pour vous y donner accès. Parce que nous, on a eu l'accès que dans une perspective de recherche. Je vous laisse aussi sur les possibilités de maîtrise, doctorat, postdoctorat à l'Université de Sherbrooke et au Centre de recherche sur le vieillissement. Pourquoi? Bien, c'est important qu'il y ait une formation de la relève. On a besoin de gens pour mener des projets de recherche. Puis, on a des belles bourses facultaires et universitaires maintenant là, pour financer ces études à l'Université de Sherbrooke. Et vous avez aussi mon adresse courriel dans le bas de l'écran. Parfait, excellent. Merci beaucoup, Dr Levasseur, pour déjà cette excellente présentation et puis surtout d'être venu avec des outils concrets à utiliser, que ce soit par la famille ou par les intervenants. Alors, on a déjà donc un commentaire de Mylène de Scarpa. Alors, sa question est qu'en clinique, on voit souvent que ceux qui ont une bonne autocritique, donc pas de troubles neurocognitifs, qui sont plus soucieux de leur sécurité sur la route. Par contre, en travaillant avec les troubles neurocognitifs, on observe souvent une absence de jugement autocritique face à la conduite automobile. Avez-vous des idées d'approche, d'intervention, considérant qu'il arrive souvent que l'apprentissage de nouvelles stratégies soit difficile? Tout à fait. Merci, Mylène, pour ces questions. Mylène, avec qui je pense qui a collaboré à l'OSCARPA. Je n'ai pas ton nom de famille, mais qui était dans les étudiants qui ont collaboré au développement de l'OSCARPA. Ben, en fait, je pense qu'effectivement, quand on a une bonne autocritique, quand on a la chance de travailler avec des gens qui ont une bonne autocritique, ça reste quand même un défi. Même dans ce contexte-là, parce que c'est une activité importante, la conduite automobile. Donc, quand on ouvre ce sujet-là, on ouvre cette boîte de Pandore-là, il reste quand même que les gens ont des réticences et ben, l'être humain on est tous différents dans notre façon d'accepter ces limitations-là qu'on a. Donc, l'idée, c'est d'en parler ouvertement avec la personne. Dans le cas de troubles cognitifs, de gens qui ont une moins bonne autocritique et qui ont une atteinte au niveau de leur jugement, évidemment, d'impliquer les proches est essentiel dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on a décidé de développer l'OSCARPA. Le proche peut être un allié clé pour apprendre l'utilisation de nouvelles stratégies. La répétition, il y a certains collègues qui travaillent davantage que moi là, auprès de clientèle avec des troubles cognitifs qui utilisent des approches d'apprentissage, par exemple des approches sans erreur dans le cadre duquel on fait répéter
et on corrige automatiquement. Dès il y a la présence d'erreurs, mais on fait répéter de nouvelles tâches là, pour que les gens les mémorisent et les apprennent sans erreur. Donc, c'est important là, de faire appel à des gens qui ont une expertise là, dans des interventions auprès des gens qui ont des troubles cognitifs et d'inclure les proches là, dans l'utilisation de ces nouvelles stratégies-là. C'est pas des stratégies nécessairement miraculeuses là, pour la conduite auto, mais je pense que des fois, on peut réussir à prolonger quand même une conduite sécuritaire dans ce contexte-là. Alors, une autre question. Bon, merci pour cet outil super intéressant et pertinent. Mon seul questionnement, c'est l'encouragement à recourir à l'application des stratégies compensatoires. N'entraînerait-il pas de façon paradoxale un certain déconditionnement à la conduite de manière insidieuse? Bien, c'est sûr que oui, surtout les stratégies, puis je vous les avais mis là, puis je peux peut-être refaire mon partage d'écran là sur les stratégies. Et c'est sûr que l'évitement de la conduite automobile, éviter de conduire en tout temps ou à la noirceur ou dans des températures plus hasardeuses, bien, c'est sûr qu'il peut, quand on réduit notre exposition à une activité, bien, on peut diminuer notre capacité à le faire. Fait que, je pense qu'il faut y aller avec discernement. Des fois, vaut mieux un évitement que des accidents. Hein. Quand on a un volant entre les mains, bien, on a sa sécurité, mais la sécurité de d'autres citoyens, des enfants, des fois aussi entre nos mains. Donc, c'est très important, la sécurité routière, la conduite auto. Donc, c'est de voir là quelles stratégies peuvent maintenir nos capacités, par exemple, d'avoir une évaluation régulière de ces capacités visuelles. Ça, des fois, il y a des choses qui peuvent se corriger par des lunettes ou par des interventions aussi chirurgiques. Réduire les distractions au volant, c'est toutes éviter les autoroutes achalandées, c'est toutes des stratégies qui peuvent nous permettre là, de poursuivre sans mettre de côté cette tâche importante-là qui est la conduite auto. J'aurais une question pour vous, Dr. Levasseur. Vous avez mentionné que, bon, OSCARPA était pour les proches aidants ou des professionnels de la santé. Est-ce que c'était des proches aidants de personnes juste aînées ou bien c'était également des proches aidants de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif? Nous, on n'avait pas recruté les gens en spécifiant s'ils devaient avoir des atteintes cognitives ou pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont été interpellés par notre annonce, hein, parce qu'on a diffusé cette annonce-là de projet de recherche, qui ont été interpellés justement parce que leurs proches avaient une atteinte cognitive et la stratégie de cacher les clés. À un moment donné, on atteint une limite dans cette débrancher la batterie, se cacher les clés, c'est pas des stratégies qu'on aime utiliser. Donc, effectivement, il y avait des personnes qui étaient des proches de personnes atteintes de troubles cognitifs, mais c'était pas tous les participants. Nous, on demandait que le conducteur soit actif, donc qu'il conduise au moins une fois par semaine. D'accord. Et dans OSCARPA, est-ce que vous abordez les stratégies de cessation de conduite automobile? Oui. Oui. Est-ce que à ce moment-là, vous avez fait par la suite j'imagine qu'ils ont été impliqués à un temps T. Est-ce que vous avez vu l'impact sur la personne aînée et non pas sur le proche aidant en tant que tel? Ce que je veux dire, est-ce que la personne finalement qui était dans un processus peut-être de cessation de conduite, est-ce qu'elle a arrêté de conduire au-delà de donner des stratégies à la personne, au proche aidant? On n'a pas suivi leur habileté ou en tout cas leur utilisation de la conduite là, à la suite de l'intervention, puisqu'on les suivait que d'une façon très courte dans le temps. Par contre, on a demandé aux proches de nous rapporter quelles étaient les habiletés
de leur conducteur. Donc, on leur demandait explicitement de se positionner. Est-ce que vous trouvez que pour bien voir de loin, est-ce que c'est un problème ou pas? Et on a aussi on leur a demandé quelles étaient les stratégies compensatoires qu'ils utilisaient, qu'ils pensaient que leur aîné utilisait, et quelles étaient celles qu'ils n'utilisaient pas et quelles pourraient être celles qui seraient utilisées à ce moment-là. Fait que ça, on a compilé ça, puis on a vu que, dans le fond, pour certains proches, ils avaient quand même bonne connaissance des habiletés et des stratégies qui étaient utilisées ou pas. Fait que nous, ça nous a permis de voir, des interventions qui impliquent les proches peuvent être intéressantes là, pour favoriser quelles sont les habiletés de la personne et quelles sont les stratégies qui sont utilisées ou pas. Surtout dans un contexte d'un jugement altéré de l'aîné où lui, sa perception de ses habiletés pourrait être toute excellente et sa perception de l'utilisation des stratégies compensatoires pourrait être toute non nécessaire, là. OK. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à prendre la parole. On a encore du temps là pour une discussion et pour peut-être nous dire votre réalité, c'est quoi les enjeux ou les défis que vous rencontrez justement lorsque vous abordez cette discussion de cessation de conduite. Quel est l'apport de la famille justement dans ce processus-là? Quels sont à vous vos outils peut-être que vous avez développés si vous êtes du réseau de la santé. Donc allez-y, là on a encore du temps pour profiter de l'expertise de Dr Levasseur à ce sujet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous pensez que justement que les professionnels de la santé sont assez outillés dans ce processus-là? Est-ce qu'il y a également une connaissance ou une méconnaissance, dépendamment, du processus de cessation de conduite? Oui, c'est un facteur qui, parfois c'est une conversion. On attend en fait l'accident, malheureusement, généralement, on attend ça pour avoir ce déclic d'arrêter de conduire parce que notre sécurité n'est pas est mise en danger, parce que la sécurité des autres également est impliquée. Comment finalement est-ce qu'on peut agir en amont au-delà d'avoir des outils comme cela pour amener les gens finalement à prendre cette décision-là, mais voilà, d'agir en prévention, surtout peut-être en tous les cas en ce qui nous concerne dans un contexte de troubles cognitifs. Bien, en fait, je répondrai à votre question en deux volets. D'abord, est-ce que les intervenants se sentent outillés? Bien, je pense que définitivement pas. Et c'est ce qui nous a poussé à justement recenser sur quelles sont les capacités requises et quelles sont les stratégies compensatoires qu'on peut utiliser. Mais aussi, puis il y a d'autres études qui ont démontré que les médecins qui sont souvent impliqués dans cette déclaration-là qui se fait à la Société d'assurance automobile du Québec en lien avec les capacités de l'aîné pour la conduite auto et en lien avec ses problèmes de santé aussi qui peuvent avoir un impact sur la conduite auto. Cette déclaration-là, elle n'est pas en soi une déclaration la SAC étudie la recommandation et se fait eux-mêmes leur évaluation, là, mais cette recommandation-là, c'est une recommandation sérieuse. Souvent, les médecins, les professionnels de la santé, dont les ergothérapeutes, les infirmières, se sentent quand même peu outillés ou en conflit parce que ils ont à cœur de développer une relation thérapeutique avec leurs patients, puis cette recommandation-là peut, en quelque sorte, bousiller leur relation thérapeutique avec la personne, carrément. Donc, je pense que c'est important que la population générale, pas juste les professionnels de la santé, soient mieux informés que conduire, c'est un privilège, hein, c'est pas un droit. On a le privilège de conduire quand on a les capacités, puis on a aussi la responsabilité, quand on prend le volant, d'être en
possession de ses moyens. Donc, qu'on soit plus jeune ou aîné, on a une responsabilité de conduire dans des conditions où nos capacités ne sont pas altérées par la fatigue ou par l'alcool ou par la drogue ou par un stress qui vient nous arriver dans notre vie, une situation stressante. Donc, je pense que de mieux faire connaître ça, pas seulement aux aînés, mais à la population générale, que c'est un privilège. Hein. Je pense que la SAC a aussi fait plusieurs annonces publicitaires choc, par exemple, sur les effets de texter au volant, l'usage du cellulaire au volant qui est, je vous rappelle, défendu. Donc, tout ça, ça fait en sorte que bien, la population est de plus en plus sensibilisée à ce privilège-là et à la responsabilité qui va avec. Donc, quand on ouvre comme professionnel de la santé cette discussion-là sur la conduite auto, bien, on aide la personne à se responsabiliser, on l'accompagne dans cette responsabilité-là qu'elle a à conduire sécuritairement pour son bien puis pour le bien des autres aussi, dont ceux qu'elle aime. Donc, personne ne veut avoir un accident et qu'il arrive quelque chose qu'un de nos proches soit tué dans cet accident-là, ni de tuer une autre personne dans un accident. Donc, tu sais, je pense que quand on prend conscience des impacts que peuvent avoir de conduire quand on n'a pas les capacités, bien, ça permet de mettre en perspective les choses et de voir les alternatives comme étant des bonnes alternatives. Puis l'utilisation de transport en commun, oui, on souhaite tous avoir notre auto et qu'elle soit disponible dans notre cour et prête à partir dès qu'on en a besoin. Mais le transport en commun a des bienfaits sur l'activité physique. Hein. Souvent, le transport en commun, bien, ça fait du transport actif. Il faut marcher pour se déplacer aux arrêts. Il faut marcher pour se rendre, faire des transferts, parfois d'autobus. Bien, tout ça, ça a des bienfaits aussi sur la santé, puis ça nous permet de voir du monde dans le transport en commun. Mais juste, je pense, et là, ça vient totalement un petit peu suivre votre réflexion par rapport au transport en commun. Une question qui, je pense que tout le monde se pose également, ben, c'est quoi les solutions qu'on peut proposer à des conducteurs qui considèrent la conduite automobile comme un droit, mais plutôt comme un privilège. Donc là, vous y avez répondu, mais surtout qui viennent des régions éloignées où justement le transport en commun est problématique. Il y a des grandes distances à parcourir. L'utilisation finalement de la voiture est primordiale pour pouvoir se déplacer. Et donc, amener les gens à cesser de conduire dans ce contexte-là devient d'autant plus difficile. Surtout quand c'est justement des personnes âgées qui ont besoin de la voiture pour garder une certaine autonomie et pour justement encore avoir une participation sociale et forcément de contrer l'isolement. Donc là, à ce moment-là, quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place? Parce que c'est sûr, là, c'était à Sherbrooke, c'est encore très véridique et pour lesquels on peut l'appliquer vraiment dans les centres urbains. Mais quand il s'agit de régions éloignées, ça devient peut-être certainement beaucoup plus compliqué. Effectivement, quand on est en région rurale, il y a des défis supplémentaires, mais il y a de plus en plus de régions rurales qui proposent des alternatives, que ce soit des groupes qui s'organisent pour offrir du covoiturage aux autres habitants. Donc, il y a désolée pour le son d'urgence, d'ambulance derrière. Donc, il y a vraiment une mobilisation même dans les banlieues ou en ruralité pour que les municipalités offrent des alternatives. Moi, j'ai eu la chance dans la MRC de Quaticook de participer à une réflexion que la municipalité avait initiée sur le transport en commun et d'influencer la municipalité sur le trajet pour que les lieux de participation sociale, les lieux qui sont importants pour les aînés, soient considérés dans les trajets proposés. Pourquoi? Parce que souvent, on bâtit notre transport en commun, que ce soit dans les villes ou en ruralité,
on le bâtit en fonction des gens qui travaillent, donc, ou des étudiants. Sherbrooke, par exemple, c'est une ville très étudiante. Le transport peut être très axé sur les besoins des étudiants et des travailleurs. Mais il y a aussi les aînés qui ont d'autres besoins, puis des besoins différents, de fréquenter des lieux de participation sociale, et on peut s'inscrire et influencer ces trajets-là proactivement comme citoyen, d'aller au conseil municipal, de parler de cette problématique-là et de faire en sorte que comme on peut trouver des solutions ou que ça soit mis à tout le moins à l'agenda de la municipalité, puis qu'il y ait des gens qui travaillent sur cette problématique-là du transport, là. Puis je pense aussi que c'est vraiment un point qui est d'autant plus important lorsque c'est des municipalités MADA. Forcément, la discussion, enfin, en tous les cas, on a une oreille beaucoup plus attentive parce qu'on est conscient de cette problématique-là. Oui, c'est un levier supplémentaire. Un commentaire qui va dans ce sens-là aussi, que c'est parfois dans les banlieues également qu'il y a le transport qui est inefficace. Donc, c'est pas uniquement une problématique régionale, mais même dans les centres urbains, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis forcément, là, la conduite automobile devient d'autant plus importante pour la personne. Alors, ben, écoutez, on a encore 5 minutes. N'hésitez pas à poser votre question. Encore une fois, à partager peut-être votre vécu. Vous avez aussi mentionné justement peut-être la responsabilité des médecins et des ergothérapeutes par rapport à la cessation de conduite. Est-ce que et c'est peut-être aussi ça qui fait que certaines personnes continuent à conduire alors qu'elles ne sont plus en mesure de le faire, au-delà bien sûr de l'isolement ou de cette volonté de maintenir son autonomie. Est-ce que vous pensez que tout simplement le formulaire que le médecin doit remplir avec la quantité d'informations que le médecin et donc forcément le temps qu'il doit y consacrer pour remplir cette recommandation à la FAQ est adapté ou devrait pas être modifié? Et également, il y a une question au-delà de ça, c'est l'utilisation du GPS pour les aînés. Pour ce qui est de la SAC, le formulaire de déclaration médicale de la SAC, je pense, j'ai pas eu la chance d'en discuter avec des collègues médecins de façon déployée là, ou de façon étendue avec plusieurs d'entre eux. Je suis quand même en contact avec les gens de la SAC, puis ils m'ont pas rapporté de problématiques là. Je pense qu'il y a des conseillers de la SAC qui font le tour de chacune des régions du Québec pour offrir de la formation en lien avec ces outils-là de déclaration. Ces formulaires-là deviennent obligatoires aussi à l'âge de 75 ans d'être complétés à tous les 2 ans. Donc, il y a quand même un suivi qui est requis. Et il y a aussi une responsabilité de chaque conducteur, qu'on soit âgé ou pas, à déclarer tout problème de santé qui survient dans notre condition. Donc, si on a de l'épilepsie ou on a un problème de santé X, on se doit de le rapporter, un trouble visuel, etc. Donc, ça, c'est une responsabilité du conducteur avant tout. Mais le médecin, des fois, quand que le suivi, il a la chance de faire le suivi médical, peut utiliser ces outils-là. Je pense que ce qui est moins adapté ou qu'est-ce qui nécessite d'être davantage réfléchi, c'est quand on envoie la réponse, quand la SAC émet un avis de cessation de conduite, souvent cet avis-là est envoyé sans autre information sur les ressources disponibles. Et ça peut être très déstabilisant pour les gens qui savent pas trop où aller cogner. Bon, on sait qu'on peut appeler le CLSC là, de notre région, le centre de santé de notre région, mais encore là, quand il y a des listes d'attente, souvent, on est pris avec un problème qui est relativement urgent quand on ne connaît pas les ressources. Donc,
il y a à améliorer là, notamment l'information qui est transmise au conducteur lorsque la nouvelle de cessation elle est transmise. Donc, ça, c'est pour en lien avec la SAC. Au niveau des GPS, j'ai pas. Oui, et puis il y a une autre question également dans le même sens par rapport justement à la technologie. Euh, pas les GPS pour les aînés, mais plutôt, j'imagine, la technologie d'aide à la conduite qui seront insérées dans les nouvelles voitures, donc dans un avenir rapproché. Mais donc c'est deux choses différentes. D'une part, l'utilisation des GPS, d'autre part, la technologie qui forcément va permettre, que ce soit aux aînés ou à d'autres personnes, de pouvoir conduire plus longtemps. Donc, il y a ces deux aspects au niveau de la technologie, si vous pouviez commenter. Effectivement, il y a de plus en plus d'études qui se sont attardées à cet usage-là de la technologie en assistance à la conduite auto. À l'heure actuelle, c'est pas permis au Québec de ne pas être attentif lorsqu'on utilise ces technologies-là. Par exemple, la technologie qui permet de conduire l'automobile sans qu'on ait à intervenir. Il faut que le conducteur soit vigilant et soit toujours présent et non pas en train d'écouter un film ou en train de lire un livre. Donc, mais oui, je pense que cette technologie-là, surtout si elle est adaptée, bien adaptée aux besoins et qu'elle est simplifiée pour l'utilisation de conducteurs âgés, surtout en présence de troubles cognitifs peut-être légers à modérés, là, je pense que cette technologie-là va permettre une utilisation de la conduite automobile sécuritaire le plus longtemps que ce qu'on a vu dans le passé, là. Mais il faut qu'elle soit développée, qu'elle soit testée et évaluée, et c'est encore des recherches en cours à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas au jour présent des solutions là, qu'on peut mettre en œuvre et qui sont parfaites. Parfait. Alors, on va prendre une dernière question là, si vous en avez, justement pour respecter votre horaire. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui doivent revenir à leur carte de travail. Alors, n'hésitez pas. Parfait. Ben, écoutez, alors merci à tous d'avoir pris le temps aujourd'hui, de votre participation également. Alors, vous allez recevoir dans l'heure qui suit une courte évaluation, si vous pouviez y répondre. Vous avez maintenant l'habitude de cette évaluation-là. Donc, c'est vraiment pour nous permettre à nous de connaître votre appréciation du webinaire et puis surtout de connaître quels sont vos centres d'intérêt pour nous aider avec la prochaine programmation. C'est justement maintenant que je suis en train de contacter les différents conférenciers pour l'année prochaine. Alors, n'hésitez pas, je lis attentivement vos recommandations pour justement répondre à vos besoins. Et puis également, vous recevrez donc le lien d'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues également. Le prochain webinaire donc du mois de novembre aura lieu le 6 novembre prochain. Il sera présenté par Dr Guy Rouleau. On aura l'occasion de recevoir cet expert de la génétique. Donc, il est directeur de l'Institut et de l'hôpital neurologique de Montréal. Donc, on aura vraiment la chance de l'avoir à nos côtés le 6 novembre prochain. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Je vous enverrai également le lien pour le faire. Et puis, encore une fois, je tiens à vous remercier tous chaleureusement pour votre participation, votre présence. Et puis, surtout, professeur Levasseur, pour votre excellente présentation et votre expertise. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, veuillez également noter, oui, que Dr Levasseur a partagé justement le lien vers les recherches qui sont menées, qui ont été présentées aujourd'hui. Et puis, je le partagerai également dans le courriel que je vais vous envoyer. Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi et puis encore une fois, merci à tous d'être présents. Merci, bon après-midi à tous. Merci.